Bienvenue sur la RTGA Haute pour vous informer, mesdames, messieurs, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité ce midi. Énième face à face, porte-parole du gouvernement, presse nationale et internationale, Lambert Mende a expliqué les raisons qui ont poussé Joseph Kabila à renoncer au soutien de la MONUSCO dans les opérations des désarmements forcés et des rebelles rwandais des FDLR. La Lisadel a elle aussi réuni la presse pour continuer son plaidoyer pour l'accélération de 3 dossiers judiciaires qu'elle juge sensibles. Parmi ceux-ci, le cas Fiston Sai Sai, accusé de viol sur une mineure de 16 ans. Et en religion, l'Église évangélique libre d'Afrique, ELDA, un nouveau représentant légal, l'apôtre Jean Kabea Mubikai, a été installé le lundi à Kinshasa au cours d'une assemblée générale perturbée par le représentant légal destitué. Bienvenue à ce 12-13. Vous vous souvenez certainement de cette fillette de 18 mois décédée au cachot du Souciat de Mongafula, 5e bureau à Matadi-Kibala, alors que son père était aux arrêts. Le corps de ce bébé décédé depuis avril 2014 traîne encore à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. C'est la Ligue Zone Afrique pour la défense des droits de l'enfant qui l'a révélé le lundi. La Lisadel a aussi évoqué le cas du comédien Sai Sai, accusé de viol sur mineur. Elle dit attendre les conclusions des autorités judiciaires compétentes en pleine instruction du dossier. Le cas de M. Kambui Lukuna, accusé lui aussi de viol sur mineur, a été évoqué. La décision prise par le président de la République avec la rénonciation de l'appui de la MONUSCO pour le désarmement forcé des FDLR vise à préserver la souveraineté de la RDC et démontrer sa capacité de prendre en main ses problèmes. La mise au point est du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, qui est revenu sur cette question le lundi au cours d'un point de presse. Richard Chakokanigele nous en parle. Dans son point de presse, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende est revenu sur la communication du président de la République au chef des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, la décision de Joseph Kabila de renoncer à l'appui de la MONUSCO dans les opérations de désarmement forcé de FDLR vise à préserver la souveraineté de la RDC. Et la RDC est déterminée à aller jusqu'au bout de sa logique, contrairement à ceux qui pensent que la RDC est incapable de prendre en main et de résoudre seule ses problèmes de sécurité. Chaque fois, nous nous sommes assumés. Et il n'y a aucune raison pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas nous assumer. Et je dois dire à cet égard que l'exemple qui a été donné, les chiffres qui ont été rappelés, au départ, les FDLR sont plusieurs dizaines de milliers. Aujourd'hui, ils sont 1400, 1500. Mais cette réduction n'est pas miraculeuse. Ils n'ont pas tous disparu comme ça par enchantement. C'est parce que nous nous sommes assumés qu'on a pu mettre la pression sur eux pour les ramener à ce chiffre. Nous ne l'avons pas fait avec la MONUSCO. Nous nous étions assumés. Donc il est clair que les FRDC, tels qu'on les connaissait il y a 5-6 ans, ne sont plus les FRDC d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peinent à se rendre compte de cela. Et même des amis de nos partenaires, lorsqu'on leur pose cette question, disent non, il ne faut pas parler trop vite. Vous savez, le Liban, ça fait 30 ans que la force des Nations Unies est au Liban. Mais nous n'avons aucune vocation à devenir le Liban. Pour nous, la force MONUSCO est ici pour pouvoir partir dès que nous allons recouvrer nos moyens d'assurer les missions pour lesquelles nous avons eu besoin de son secours. Concernant la mise au point faite au sujet des agissements et comportements de quelques diplomates en poste à Kinshasa qui frisent l'ingérence, le gouvernement congolais précise que cette mise au point a été faite en toute amitié car la RDC comprend bien la nécessité et l'utilité de ses relations avec ses partenaires. À la suite du chef de l'État, les communicateurs de la majorité présidentielle estiment que la RDC, étant un pays souverain, ne peut pas accepter de subir l'ingérence de n'importe quel pays dans ses affaires internes, d'où il fallait une telle réaction du chef de l'État. Leurs propos ont été recueillis par Richard Chakokanegele Chang Kabuna. La communication du chef de l'État, c'est la communication de tous les Congolais.
elle n'est pas excessive. Elle ne peut pas être excessive. C'est le chef de la famille Congo qui a parlé pour dire que nous sommes d'accord, nous sommes ouverts à tous les apports. Nous sommes réceptifs à toutes les critiques. Mais nous ne pouvons pas accepter interminablement que les gens essayent de nous marcher sur les nez. Ça n'est pas acceptable. Nous en avons marre de ce type de menaces comme celle que Rush Feingold a débuté ici dans un enchaînement de banalité, de menaces. Non. La République démocratique du Congo est un pays souverain. C'est une déclaration de responsabilité. C'est rappel à l'ordre au niveau des représentations diplomatiques et pour que les uns et les autres arrivent à respecter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ce que le président a fait, c'est qu'il a martelé sur les respects de la loi internationale que les États ont souscrit. Donc ici, il s'agit d'une question des relations internationales. Il s'agit d'une question de souveraineté que les États ont bien voulu inscrire dans cette Bible que nous appelons la Convention de Vienne. Le dossier de ce journal, aveu d'impuissance, réelle volonté d'en finir avec les FDLR, la décision de l'ONU de se retirer des offensives contre ces rebelles Hutus-Rwandais fait jaser dans tous les salons politico-diplomatiques et la réaction de Kinshasa de faire cavalier seul a alimenté aussi polémiques et fantasmes et place les troupes de l'armée congolaise devant leur devoir le plus légitime, celui de protéger l'intégrité du territoire national. Traque contre les FDLR. Qui va l'emporter? C'est un commentaire de Jean-Pierre Kayembe. Joseph Kabila, plus nationaliste que jamais, poli mais ferme, qui a défendu à corps et à cri l'indépendance de son pays, une indépendance acquise au prix du sang et dont on ne peut se permettre de la laisser être foulée aux pieds au risque de révolter les pères fondateurs du fond de leur tombe. Face aux attitudes d'interférence, aux allures de paternalisme sans précédent développées par ses partenaires internationaux, un rappel à l'ordre en valait la peine en annonçant officiellement la rénonciation de tout soutien de la force onusienne dans la traque des FDLR. Le chef de l'État a ainsi sonné la fin de la récréation dans une rocambolesque affaire où des personnalités sans qualité pensaient au nom d'un quel principe qu'au gérer la RDC et de surcroît son armée. Ceux-là même qui sont confortablement installés au Kivu, assistant impuissamment au carnage des paisibles citoyens, ceux-là même qui, depuis plus d'une décennie, sont incapables de mettre fin à la spirale des violences et développent à chaque fois des stratagèmes sortis tout droit du laboratoire dans l'objectif inavoué de faire échec à ces opérations. Fini les petits jeux de cache-cache, l'armée a décidé d'être au premier plan pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces rebelles sans cœur ni scrupules. Ils auront affaire désormais à la puissance des feux des FARDC, une armée jeune, moderne, professionnelle et dont la capacité d'inquiéter l'ennemi n'est fait l'ombre d'aucun doute. C'est au fait d'armes dans la déconfiture du M23 n'est qu'une illustration. Bref, il faut être un amateur de questions militaires pour ne pas comprendre et reconnaître la montée en puissance de nos troupes qui ont les vents en poupe et dont rien ne peut les en arrêter. La République démocratique du Congo a commémoré le lundi 16 février le 23e anniversaire de la marche des chrétiens qui a été réprimée par les soldats du feu maréchal Mobutu sous le gouvernement Ngunz Karlibon à Mbujimayi. Une messe a été dite dans la paroisse Notre-Dame de l'Espérance par monsieur l'abbé Blaise Kanda. L'occasion pour l'officiant du jour de citer plusieurs personnages bibliques qui avaient accepté de se sacrifier pour l'intérêt général. Parmi l'assistance, on a noté plusieurs membres des partis politiques qui ont rappelé à l'actuelle génération le sens de cette marche qui visait principalement la réouverture de travaux de la conférence nationale souveraine.
En économie, le taux de change qui se situe à 922 francs contre 924 il y a 2 semaines est resté stable. Constat de la Troïka stratégique de lundi qui a réfléchi sur les stratégies à adopter concernant la gestion de finances publiques en prévision des élections. Suzy Kibiran-Marie nous en parle. Les membres de la Troïka stratégique ont respecté le rendez-vous de chaque lundi à l'hôtel du gouvernement. Autour du Premier ministre Matata Pognou, ils ont abordé les questions politiques et économiques sur le plan national et international. Il a été remarqué que sur le plan international, la parité à euro-dollar se situe à 1,14 $ contre 1 euro. Il y a eu une légère appréciation de l'euro par rapport à la semaine passée où il était à 1,13. Pour ce qui est du cuivre, le cuivre a connu une légère baisse par rapport à la semaine passée, passant de 5707 à 5645 $ la tonne. Sur le plan national, du taux d'inflation, il est toujours à 0,9%. La monnaie congolaise, la Banque centrale maintient son taux directeur toujours à 2%. Les autres dossiers qui ont été examinés, c'est notamment le dossier relatif au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et là, la Troïka insiste et a chargé le ministère de l'économie d'entreprendre les contacts avec le secteur privé pour que les entreprises congolaises s'intéressent à ce projet. Pour terminer, nous avions au niveau de la Troïka passé en revue quelques problèmes, notamment celui relatif aux élections. En ce qui concerne les céréales, la Troïka stratégique a constaté qu'il y a une baisse de riz, du blé, mais le maïs connaît une légère appréciation. Et dans la province du Bas-Congo, le projet de construction du Grand Inga, cette question était au centre des entretiens entre le gouverneur du Bas-Congo et le vice-président de la Banque africaine de développement BAD. Occasion aussi pour Jacques Mbadou Sitou de présenter à ses hôtes les différentes potentialités que regorge cette province. Vicky Moukieba nous en parle. En visite de travail à Inga, le vice-président de la Banque africaine de développement, Janvier Leit, a été reçu par le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou. Ensemble, ils ont évoqué le projet de construction du Grand Inga. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Mbadou Sitou, a présenté à ses hôtes les différentes potentialités que regorge sa province. Tout ce que nous avons ici se trouve au Bas-Congo, c'est vrai. Les barrages d'Inga, les ports de Matadi, la nation numéro 1. C'est nous qui les gérons, mais ce sont les infrastructures à vocation nationale. Cet esprit managérial du gouverneur Jacques Mbadou Sitou a permis au vice-président de la base d'avoir une idée claire sur la province du Bas-Congo. Nous parlons ici d'une province importante pour le pays. C'est la porte d'entrée, c'est aussi la porte de sortie de ce pays. Mais avec des projets structurants comme Inga, la portée de la province est encore plus mondialisée. C'est ça la source d'énergie pour beaucoup de pays africains, naturellement pour la RDC, naturellement pour le Bas-Congo, mais aussi et surtout pour beaucoup de pays africains. Donc la Banque africaine qui est là pour le développement de l'Afrique, n'est-ce pas, va capitaliser sur ces ressources pour pouvoir dégager ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Donc c'est dire que cette province est très importante pour nous. Plusieurs points ont été abordés au cours du premier conseil des ministres 2015 de la province du Bas-Congo, présidé par le gouverneur de province Jacques Mbadou Sitou. Il s'agit entre autres de la situation du péage sur la nationale numéro 1, de l'état de lieu de différents chantiers en construction dans cette province, mais aussi d'un certain nombre de projets en exécution. Le compte-rendu de ce conseil des ministres provincial avec le porte-parole du gouvernement du Bas-Congo, professeur Eli Ngomabinda au micro de Vicky Moukieba. Il s'est tenu sous la présidence de son Excellence Jacques Mbadou Sitou, gouverneur de province, la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement du Bas-Congo. Le Conseil a examiné 6 points principaux comprenant plusieurs sous-points pour la majorité d'entre eux.
Son Excellence le gouverneur a déployé une intense activité durant son séjour à Kinshasa. Il a sollicité de nombreuses audiences et qu'il a obtenues auprès des autorités politiques nationales. L'opinion retiendra à ce sujet que grâce aux efforts déployés par le gouvernement provincial dans la conception de nouveaux mécanismes de travail au poste de péage, les recettes de péage sont aujourd'hui passées d'environ 2 millions de dollars par mois à 3 500 000 dollars par mois. Ces efforts seront continués dans la mesure où, avec les inciviques, les fraudes continuent à s'opérer. Par ailleurs, des réponses concrètes à quelques problèmes posés par notre chef de l'exécutif provincial, en une plaidoirie forte, ont été envisagées et même obtenues quasi immédiatement. Le troisième point de l'ordre du jour a inventorié et a fait l'état des lieux des différents chantiers routiers en cours dans la province. Il a été demandé aux membres du gouvernement en charge de ces secteurs de faire un suivi rigoureux et responsable de tous ces travaux qui s'y déroulent. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, sachez que des déclarations se multiplient autour du calendrier électoral global publié par la CENI, la Commission africaine pour la supervision des élections CAS, figure parmi les structures qui se sont prononcées sur la question en appelant la population d'accepter ce calendrier. Les propos du vice-président de la CAS, André Kiomba, ont été recueillis par Richard Chakokanyengele. Bienvenue Magambo. La Commission africaine pour la supervision des élections CAS appelle les peuples congolais dans son ensemble d'accepter le calendrier électoral, à féliciter et surtout à soutenir la CENI grâce à qui la nation vient de se doter d'un calendrier électoral global et complet qui répond définitivement aux attentes démocratiques de toute la République. La CAS rappelle à la classe politique congolaise que l'heure est arrivée de passer aux choses sérieuses. L'ère de la distraction et des discours divisionnistes est révolue. Chaque organisation politique digne de ce nom devrait présentement s'atteler à la préparation de ses candidats, au recrutement des témoins exemplaires et à la fabrication des discours, des campagnes et projets de société prenant en compte les aspirations du souverain primaire. La CAS se félicite d'avoir été entendue par la CENI en prenant l'option de coupler les élections municipales, locales et urbaines aux élections provinciales telles que techniquement défendues par elle dans toutes ses plaidoyers publics. En santé, contribuer à minimiser les dépenses catastrophiques de soins de santé de la population RDC, c'est l'un des objectifs de l'atelier de réflexion sur la couverture sanitaire universelle. Ces assises organisées par le ministère de la Santé de la RDC avec l'appui de l'OMS va aboutir à un projet de loi en la matière. Clarisse Ekokokapalaye Tchankabiona nous en parle. Pendant une semaine, les conseillers socioculturels de la présidence, de la primature, les directeurs centraux du ministère du Travail, les directeurs de programmes spécialisés du ministère de la Santé, les représentants des agences du système des Nations Unies dont l'OMS vont réfléchir sur la couverture sanitaire universelle en RDC. Ils vont ainsi mettre en place les mécanismes pour minimiser les coûts de soins de santé au sein de la population. Nous réfléchissons sur comment faire pour que partout République, on puisse avoir des services de qualité. Ça, c'est un rapport avec l'offre. Comment faire que ces soins soient accessibles à chacun, c'est la question de tarification. Et comment financer cette offre de soins pour que même le plus démuni puisse en avoir accès.
L'OMS, qui encourage le gouvernement à réfléchir sur la couverture sanitaire universelle, a rappelé cependant le bien fondé de ces principes dans un pays. Chaque année, plus de 150 millions de personnes à travers le monde dépensent en frais de santé plus de 40% de leurs revenus, devenant ainsi exposés à la pauvreté sans forcément être guéris de leur mal. La couverture sanitaire universelle, faut-il le rappeler, n'est pas un modèle de prêt-à-porter, mais un principe qu'il appartient à chaque gouvernement de mettre en œuvre selon le contexte social, économique et politique du pays. Elle requiert une mise en commun des ressources locales, de leur redistribution aux individus, aux familles. Le secrétaire général à la santé qui a donné le coup d'envoi de ces travaux a quant à lui rappelé que la couverture sanitaire universelle en RDC est une priorité car sa réflexion va aboutir à une production de loi sur la santé publique qui prendra en compte les stratégies de financement de la santé en République démocratique du Congo. En religion, l'Église évangélique libre d'Afrique et ELDA a un nouveau représentant légal. L'apôtre Jean Kabeya Moubikaï a été investi officiellement de ses nouvelles fonctions le lundi par le comité directeur de cette église. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée pour statuer sur le sort du représentant légal suspendu Crispin Chitundu. Cette assemblée générale extraordinaire émaillée des troubles causés par le représentant légal destitué. Astrid Mbouyi, Pedi Pereira. Kabeya Moubikaï Jean, c'est lui le nouvel apôtre représentant légal de l'église évangélique libre d'Afrique, ELDA. Élu par le comité directeur, l'ancien suppléant a été ovationné par les 246 serviteurs de Dieu composant la plénière de l'Assemblée générale et le parterre des fidèles réunis à l'extérieur de l'église. Ce qui nous a motivés réellement, c'est le Seigneur lui-même. Si n'eût été l'intervention du Seigneur, on n'allait pas même le toucher. C'est juste quand le message est tombé qu'il a tout vidé. Vous voyez, les articles qu'on a amendés lui donnaient le pouvoir d'aller à la caisse prendre comme il voulait. Et comme il n'y avait pas de comité de gestion, on savait que tout est en règle. Et quand le Seigneur lui-même a révélé que tout l'argent sont défalqués par le représentant légal, il nous a posé la question où se trouve l'argent qui arrive à l'église. On a demandé le trésorier général. Il nous dira que $40 et 36 000 qui restent dans la caisse. L'Assemblée générale extraordinaire réunie pour statuer sur le sort de Chitundu Kazuluka Crispin, représentant légal suspendu pour une trentaine de chefs d'accusation, notamment la mégestion, la malversation financière, a conclu à l'excommunier de l'église après le boycott qu'il a manifesté pendant la séance plénière. Le comité directeur a aussi modifié quelques articles du règlement d'ordre intérieur qui conférait au représentant légal la mainmise sur les finances, les biens matériels et le personnel de l'église. C'est désormais le comité directeur qui en a le droit de veto. L'apôtre Kabeya Moubikaï et les 15 autres membres du comité directeur ont été présentés tour à tour à l'Assemblée générale. Bon vent à la nouvelle équipe qui a la lourde charge de rebâtir là où l'apôtre sorti a détruit pendant 4 ans. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, ce sera la deuxième partie de ce 12-13. Nous recevrons Monsieur Aimé Hadji en qualité de chargé de programme du Bureau national de l'enfance avec qui nous allons parler de la situation de l'enfant congolais en général, mais aussi la une des journaux. Restez avec nous.